Un grand bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver sur la chaîne Tech Co pour ce nouveau numéro de Village Startup. Tous les mois, vous le savez, on vous fait découvrir quelques pépites, quelques belles startups ici au village Baïsa. Et puis évidemment, Fabrice Marcellane, le maire de ce village, nous rejoindra tout à l'heure. Avec au sommaire donc, de ce village startup, eh bien, une appli pour planifier votre voyage qui s'appelle Henri Trip. L'un de ses cofondateurs nous rejoint dans un instant. On évoquera aussi une appli qui peut eh bien, nous sauver la vie dans des situations un peu complexes, qui s'appelle Qui-Vive App. Le cofondateur de Qui-Vive App nous rejoindra aussi dans quelques instants. Et puis, on évoquera aussi la santé via un site. Christelle Albery qui sera avec nous, qui a créé la clinique e-santé. On la retrouve aussi dans un petit quart d'heure. Et puis Fabrice Marcella, le village, avec qui on fêtera les 10 ans de ces relations parfois tumultueuses entre les startups et les grands groupes. Voilà, merci d'être là. Bienvenue dans ce nouveau Village Startup. Allez, on se rapproche des vacances et des beaux jours, donc autant en profiter et autant préparer notre prochain itinéraire avec, pourquoi pas, le service que je vais vous présenter maintenant avec Grégory Muratorio qui nous a rejoint. Bonjour Grégory. Bonjour. Cofondateur donc de Henri Trip. Alors Grégory, vous connaissez le concept du village startup. 6 minutes pour nous présenter Henri Trip. C'est parti. Alors déjà, vous êtes de Toulouse. C'est exact. Et vous êtes un passionné de voyage. Et avec un collègue, vous avez créé Henri Trip. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu ce concept ? Oui, vous parlez de service et moi je ne parlerai pas de service, je parlerai de révélateur de territoire. En fait, Henri Trip, c'est ça. Nous mettons en avant toutes les activités culturelles et de loisirs qui existent en France. Nous leur permettons d'exister. En fait, on met à disposition une application de visite en logiciel SaaS où ils mettent toutes leurs informations, donc les audio-guides, les vidéos, les textes, etc. Et ça se transforme en une application à destination de leurs visiteurs. Voilà comment ça se passe. Et on se permet... Alors, qui met ces informations ? Les offices de tourisme ? Ce sont les offices du tourisme qui sont nos clients, des D'accord. châteaux, des musées, également des parcs, des jardins, même de l'onéotourisme. Vous avez de l'agritourisme aussi qui est présent, donc c'est relativement large. En fait, l'application est disponible pour tout type de défenseurs de patrimoine à la française. Ok, par exemple, j'ai un château. Oui. Alors, c'est pas vrai, ce n'est qu'un scénario, Oui. Mon cher Grégory, mais si par exemple je veux le faire référencer sur votre site, je peux me connecter. Tout à fait. Et je vais pouvoir rentrer les informations, on va dire, liées à ce site. Elles apparaîtront. Complètement. Vous rentrez, alors vous avez deux volets. Vous avez le premier volet qu'on appelle référencement chez nous. Donc vous pouvez prendre gratuitement le contrôle de votre fiche. C'est comme une fiche Google My Business. De vous insérer toutes les informations relatives à la structure. D'accord. Et si vous voulez aller plus loin, vous mettre en place une application de visite à destination de vos visiteurs. Donc lorsque le visiteur va rentrer dans votre château, par exemple, et qui veut faire une visite, il pourrait être guidé tout le long de la visite par cette application. Et ça, c'est vous qui allez la créer de A à Z en mettant vos contenus à disposition. Tous vos contenus, vous les insérez sur notre logiciel. D'accord. Et ça va se transformer en une application de visite. Dites-vous que c'est aussi simple que d'envoyer un mail. On l'a pensé pour que n'importe quelle personne qui n'est pas fan aujourd'hui de la numérisation puisse le faire. Mais est-ce que finalement votre pire ennemi, c'est pas Google ? Parce que finalement, Google est un moteur de recherche incroyablement performant. Je veux avoir une information sur telle ville ou tel quartier de telle ville. En tapant 3 mots-clés, je vais me retrouver avec un maximum d'infos. Comment vous vous démarquez justement ? Est-ce que vous savez aujourd'hui que 36% des activités culturelles et de loisirs ont disparu de la surface d'Internet ? En fait, c'est le vrai problème. C'est que vous avez aujourd'hui 36% de ces sites qui n'existent pas. Et donc, ils n'apparaissent pas sur Internet. Ils Internet. n'existent pas parce qu'ils n'ont pas été créés, c'est ça ? Qui n'ont pas été créés sur Google. Vous avez un problème de référencement qui est existant. Donc, ils ont été créés, mais ils ne sont pas référencés par Google. Exactement. Donc, c'est très compliqué de les trouver. Et donc, ils ont disparu. Et c'est ça que nous mettons en avant. Ces pépites, en fait, du territoire. Et c'est pour ça que je dis que nous sommes des révélateurs de territoire. Et non plutôt une plateforme B2B2C, exact, c'est ça, une plateforme B2B2C avec un volet donc B2B qu'on vient d'exposer et B2C sur la partie référencement où on met en avant plus de 120 000 activités culturelles et loisirs en France à destination de tout type de visiteurs qui veut concevoir son voyage, qu'il soit d'ailleurs français ou étranger. Les multilangues sont disponibles sur cette plateforme. Donnez-nous un petit scénario justement de comment on peut utiliser votre service. Alors, qui va se connecter ? Ce sont les particuliers ? Oui. Ce sont les professionnels ? Mais je vous donne cet exemple de volet. Si on prend le professionnel, on vient de le dire, c'est Oui. ce château qui va créer cette application. Si on prend l'exemple cette fois-ci du visiteur, vous arrivez dans un château.
vous avez la visite du château et on vous dit, en plus, vous pouvez avoir une visite avec une application. Donc, c'est comme si vous avez un audio guide, sauf que je vous rappelle que cette technologie de l'audio guide qui existe encore en France, c'est quand même une technologie qui date des années 2000. Pour remontrer un peu le contexte. Donc il est temps d'évoluer. Qui ont peut-être été transposés sur le smartphone aujourd'hui. Oui, mais difficilement. Vous avez encore ces écouteurs et vous appuyez sur les touches. Souvenez-vous, c'est pas très compliqué. Vous l'avez encore au Louvre en ce moment. Donc c'est quand même à l'ancienne. Après, c'est vrai que le smartphone, il faut être équipé, il faut avoir des écouteurs. Enfin, il y a malgré tout, tout le monde n'a pas un smartphone et des écouteurs. Complètement. Si on prend un parallèle aujourd'hui, c'est comme vous remontez 5 ans en arrière, vous savez, on vous a installé l'Apple Pay ou ces applications de paiement sur le téléphone. Il n'y avait que 10% d'utilisateurs. Aujourd'hui, on est à plus de 70%. C'est un peu la même idée avec le tourisme. Aujourd'hui, on a 10-20% de personnes qui passent par un téléphone. Dans quelques temps, je pense qu'on sera à 70% parce que l'ensemble des téléphones sera éligible à tout ça. Et tout simplement, c'est se mettre en accord avec son époque. Et c'est ce que nous faisons. Donc, le visiteur rentre dans le site touristique, il dispose d'un QR code, il arrive sur l'application et il profite de sa visite. L'avantage en fait d'Henri Trip, c'est qu'il est destiné à la fois à des adultes, mais également à des enfants. Donc vous avez des quiz, des jeux, ça rend une visite vraiment interactive et ça permet en fait c'est vulgaire ce que je veux dire, mais de vulgariser un patrimoine, une culture à l'intérieur d'un lieu. D'accord. Est-ce que vous avez un devoir d'éditorialisation aussi de certaines, par exemple de certaines régions, de certaines villes, ou finalement c'est pas votre job? Alors en soi, nous je vous dirais que on a une volonté de mettre en avant les provinces. Nous sommes ici à Paris. À Paris, vous avez quasiment une grande partie des sites touristiques les plus digitalisés pour la simple et bonne raison que ce sont les sites touristiques qui font le plus de visites. Mais la France, c'est pas Paris. Il faut le savoir. 99% des sites touristiques en France ne sont pas équipés d'applications de visite. Et c'est là où nous, on se différencie parce qu'on vient leur proposer une application de visite et surtout à un coût qui est accessible. Quel est le modèle économique en fait de Henri Trip, Grégory ? Relativement simple, en fait, vous payez un abonnement à la solution par mois et vous l'avez à votre disposition. Pour un château, un musée ou n'importe quel, même une commune peut l'utiliser ou même un office du tourisme. Et ce qu'il faut retenir aussi, c'est que ce modèle, il est prévu pour le rendre accessible à tout un chacun, quel que soit le budget. Eh bien, voilà, ça s'appelle Henri Trip, peut-être. Est-ce que cela vous a donné envie de tester en fait ce service? Merci beaucoup Grégory. Mais je vous en prie, c'est un plaisir. Merci. Grégory Muratorio, donc cofondateur de Henri Trip. Et tout de suite, on enchaîne avec notre deuxième invité. On va parler d'une appli qui s'appelle Qui Vive App. Et merci d'être là. Voilà, comment une appli peut nous garantir une tranquillité d'esprit, nous protéger même. Eh bien, écoutez, on va découvrir le concept de Qui Vive App avec notre invité qui est sur ce plateau, Jean-Philippe Tible. Bonjour Jean-Philippe. Exactement ça. Bonjour François. Vous êtes cofondateur de Qui Vive App, le concept de Village Startup. 6 minutes pour présenter donc cette appli. C'est parti, alors on vous écoute. Comment justement améliorer la sécurité et la sérénité des gens grâce à une appli? Écoutez, il y a une dizaine d'années, lorsque mes enfants étaient à l'école, je me suis retrouvé dans des situations qui étaient très stressantes, d'aller discuter avec des directrices ou des directeurs d'école ou des parents d'élèves. Et je me retrouvais dans des paroles contre paroles pour essayer de défendre mes enfants ou au moins comprendre ce qui se passait. Et c'était parfaitement stérile. Il n'y avait aucune preuve de ce qui s'était passé, c'était déclaratif. Donc j'ai créé un produit, un service qu'on charge sur les smartphones, Android ou Apple, et ça vous restitue des preuves de ce qui s'est réellement passé. Alors, il va falloir rentrer un peu dans les détails quand même. Dans quelles circonstances peut-on utiliser cette application et surtout comment ça marche? Je télécharge l'appli, qu'est-ce que je fais après? Alors l'idée, c'est d'être présent. Lorsque vous êtes chez vous, vous êtes dans une zone de confort, elle ne fonctionne pas. Oui, quand parce qu'on est en sortez sécurité. Vos enfants, ça concerne les enfants, ça concerne beaucoup de monde. Oui. Lorsqu'ils sortent d'une zone de confort, de chez vous, ils vont à l'école, par exemple. Ils vont à l'école, ils vont prendre le bus, vous allez prendre le taxi ou quelque chose, vous allez faire un jogging, votre femme va faire un jogging, vous déclenchez, vous la mettez en veille. Et donc il faut que je lance l'application. Vous lancez l'application quand vous quittez une zone de confort. Après, elle va fonctionner 1 heure, 2 heures, 3 heures selon ce que vous aurez paramétré. Et puis, s'il arrive quelque chose, vous appuyez sur le bouton sauvegarder après coup et ça vous restituera le passé. S'il n'arrive rien,
ça va s'effacer, ça va s'arrêter et s'effacer automatiquement. Il ne reste rien dans le téléphone, rien n'a été transmis, c'est parfaitement transparent et c'est local. Alors, pour qu'on comprenne bien, à partir du moment où j'appuie sur le bouton pour lancer l'application, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous enregistrez? On enregistre la sonorité, enfin tout ce qui se passe autour du téléphone. Le son autour du téléphone. Donc c'est comme un magnéto en quelque sorte, c'est ça? C'est comme un magnéto. Et les datas technologiques, c'est-à-dire les téléphones qui émettent en Wi-Fi ou en Bluetooth autour. Et ça reste dans un fichier seulement si vous appuyez sur un bouton et ça reste dans votre téléphone. Et si vous en avez l'usage, vous pouvez le transmettre à un tiers de confiance, à un conseil, à un avocat. Vous pouvez le partager avec vos parents si vous êtes un ado pour discuter de la chose. En fait, ça a une vocation pédagogique. Hein. On obtient une preuve de ce qui s'est passé, mais l'extrême, c'est d'aller porter plainte. Oui, c'est bien possible sûr. de porter plainte puisque c'est une preuve au pénal. C'est une preuve juridique. Ouais, mais c'est avant tout 95%. À mon souhait, c'est que 95% des usages, ça sera uniquement pour commencer à traiter des incivilités, vraiment le début de l'échelle de l'insécurité. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple d'un usage qu'on pourrait avoir avec votre appli? Parfaitement. J'en discutais il y a quelques jours avec une coiffeuse qui me disait avoir été ennuyée plusieurs fois entre son salon de coiffure à 19h ou à 19h30 jusqu'au parking. Eh ben, typiquement, elle aura, quand elle quitte le salon de coiffure, elle aura mis en route qui vive et quand elle arrive chez elle, elle l'éteint. Puis c'est une routine qui se met en route. J'ai ma fille qui va au lycée tous les matins, elle a 17 ans. Elle ferme la porte, elle a mis en route qui vive et ça la suit, c'est un ange gardien électronique. D'accord. Mais au-delà du fait que ça enregistre un petit peu l'environnement de la personne qui... Seulement si vous décidez de valider, oui, ça bien va sûr. vous restituer un enregistrement. Sinon, ça s'efface automatiquement. J'ai bien compris. Mais admettons que la personne se fasse agresser. Finalement, on aura une preuve de cette agression, mais on ne pourra pas interagir et appeler les secours. Vous ne faites pas ça, en fait. C'est ça. Hein. C'est simplement avoir une preuve de ce qui s'est passé. Absolument. Si j'ai bien Il compris. faut vraiment comprendre la notion pédagogique. Il faut imaginer une fédération de sport avec 400 000 ou 600 000 licenciés, qui va dispatcher ça à tous ces licenciés en disant, voilà, dans le monde d'aujourd'hui, on risque les incivilités, on risque les agressions verbales. C'est le début de l'échelle, si vous voulez. Hein, et vous allez vous faire agresser une fois, deux fois, verbalement. Ça va empirer. Il y a une échelle des valeurs, des violences. Le fait d'être équipé de qui-vive, vous allez pouvoir couper court et ça ne va pas se dégrader. D'accord. Comment vous est venue cette idée? C'est justement parce que vous vouliez développer quelque chose de personnel, en fait? C'est ça? Eh ben, c'était pour des situations où je me suis retrouvé très impuissant face à la situation, directeur d'école, parent d'élèves, il y a une dizaine d'années. Et c'est typiquement l'outil qu'il m'aurait fallu à l'époque, parce que vous sortez en fait une preuve de ce qui s'est passé. Si l'enfant revient lorsqu'il était en bus, qu'il arrivait au lycée par exemple ou au collège, il lui arrive quelque chose de verbal dans un premier temps. Comment le prouver? Là, il peut le prouver. Puisqu'il a un enregistrement précis de ce qui s'est passé. Mais par exemple, le smartphone, on ne l'a pas forcément à la main, on ne le tient pas comme ça. Si on l'a dans la poche, ça marche très bien dans la poche. Son blouson, dans son cartable ou dans son sac, ça marche on arrive malgré tout à capter les bruits environnants. Vous n'avez pas besoin de stéréophonie. Même posé sur un sac dans le fond de la voiture quand vous roulez, ça marche aussi, vous captez en fait les discussions dans la voiture. D'accord. Mais vous les captez, vous les validez que si vous avez été agressé. Hein. C'est vraiment le principe. Oui, bien sûr, j'ai bien compris. C'est-à-dire qu'à la fin de l'épisode, en quelque sorte, j'appuie sur un bouton qui va enregistrer tout ce qui s'est passé. Quand vous faites le téléchargement de l'application, déjà vous cochez une case disant que vous allez vous en servir que si vous êtes victime de quelque chose. Oui. Hein, et après, il y a une certaine proportionnalité. Quand vous vous faites agresser verbalement, vous utilisez un outil qui est autorisé. Combien coûte ce service, Jean-Philippe ? Alors, pour le grand public, si vous téléchargez sur Internet, c'est 30 € par an. Mais notre business model est différent. On veut convaincre, par exemple, les grandes fédérations de sport, foot, handball, golf, etc. Et c'est par 400 000, par 500 000. Et là, évidemment, le prix il est d'ordre de l'euro. Enfin, c'est très peu. Merci beaucoup. Voilà, ça s'appelle Qui Vive App. Jean-Philippe Tible, cofondateur de cette application. Merci d'être passé par le plateau de posé ces questions. Village Startup. Et vous restez avec nous. On revient dans un instant. On va parler santé, mais une clinique de e-santé à distance avec notre invité. À tout de suite.
On va parler maintenant de thérapie en ligne. Évidemment, une pratique qui a explosé avec le Covid, bien sûr. On a vu Doctolib et énormément d'autres services. On va en parler pour découvrir ce nouveau service avec Christelle Alberet qui est avec nous. Bonjour Christelle. Bonjour François. Vous êtes la fondatrice donc de cette clinique e-santé en fait vous avez l'habitude aussi de vous exprimer devant les caméras puisque vous avez une chaîne YouTube qui cartonne où vous donnez plein de conseils, psychologie, etc., qui est très suivie. C'est vrai, Donc, il y a YouTube et France 2 aussi. Et France 2 en plus, et donc la clinique e-santé que vous allez nous présenter maintenant. Alors le concept de Village Startup, vous le savez, je mets en route mon petit chrono et on a 6 minutes pour découvrir votre concept. Allons-y. Alors présentez-nous la clinique e-santé. Alors la clinique e-santé, c'est à la fois un service et une plateforme qui est innovante dans le fait d'accéder et de gérer les soins en santé mentale pour que ce soit facile, accessible et qui correspond à nos besoins, à notre rythme du quotidien et surtout très contemporain. Voilà, parce que, évidemment, c'est une clinique e-santé, mais qui est dédiée à la psychologie. Complètement. Bien sûr, vous ne débordez pas sur d'autres pathologies. Non, vraiment spécifique sur la santé mentale et avec des psychologues. Alors, comment ça marche ? Alors, tout simplement, vous avez, on va dire, votre psy dans la poche, puisque vous pouvez avoir accédé grâce à une plateforme, que ce soit sur téléphone, sur ordinateur ou sur tablette, tout simplement à un ensemble de services dédiés à la santé mentale qui vous permettent de pouvoir, par exemple, faire un diagnostic en ligne sur la dépression, le stress, la dépendance affective. Je me sens pas très bien, je suis pas en forme, etc. bien, je peux déjà faire une espèce de préévaluation sur votre site. Exactement, et des conseils. Parce que la première chose, on se rend compte en santé mentale, il y a souvent deux choses. Un, la stigmatisation, ça c'est un vrai problème, c'est un obstacle. Et deux, c'est l'errance de diagnostic. C'est-à-dire qu'en fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est le seul endroit dans la santé mentale où en fait on vous demande de faire votre propre diagnostic, on vous demande aussi de trouver votre expert. Eh bien, sur la plateforme de la clinique e-santé, déjà on vous aide à faire votre diagnostic et ensuite à choisir, à matcher avec un psychologue avec lequel vous êtes sûr de pouvoir correspondre à votre motif de consultation. Parce que tous les psys ne savent pas tout faire. Et là, ça vous assure d'avoir véritablement un suivi quelqu'un qui est efficace. Spécialisé, qui va pouvoir Exactement. répondre à votre cas, en C'est quelque sorte. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'en fait, c'est sous forme d'un suivi mensuel où vous avez votre psy dans la poche du lundi au vendredi. C'est pas, faut prendre rendez-vous, faut faire une consultation en ligne. Non, en fait, vous avez votre psy dans la poche. Vous avez envie de le consulter à 3h du matin, à midi ou à minuit. C'est vous qui choisissez. Et vous pouvez le faire soit par l'audio, soit par la vidéo, ou alors aussi par l'écrit. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser le même média pour tout le monde. Oui, je ne suis pas obligé de lui parler directement, surtout à 3h du mat, les pauvres, j'imagine que la plupart des... Et puis il y a des gens qui n'ont pas forcément... thérapeutes, C'est ça, puis il y a des gens qui n'ont pas forcément envie, en réalité. Ah oui, en plus, c'est ça. D'être dans quelque chose de direct. Question que j'ai envie de vous poser, Christelle. En termes d'efficacité, parce que j'imagine qu'on doit vous questionner là-dessus. Bien sûr. Est-ce qu'une consultation comme ça en visio, à l'écrit, en audio est tout aussi efficace que la démarche d'aller voir un thérapeute, s'installer dans un cabinet? Aujourd'hui, complètement. C'est-à-dire qu'en fait, l'objectif, c'est pas de se dire, en fait, parce qu'on sort d'une thérapie en face à face, on perd quelque chose. Non, en fait, c'est véritablement un apport. Il faut savoir que l'alliance thérapeutique est même renforcée parce que, du coup, vous avez ce suivi au quotidien. Donc, cette alliance, elle est extrêmement forte. Et c'est comme si vous me disiez, en fait, j'ai mon meilleur ami, il habite aux États-Unis aujourd'hui. Est-ce que la qualité du lien est différente? Non, pas du tout, en réalité. Un peu quand même, parce qu'on le voit moins souvent. Mais il y a la qualité, j'ai dit la sûr, qualité du lien. Et la qualité n'est pas altérée. Pas Après, du tout. l'autre avantage, c'est qu'on peut avoir des petites conversations comme ça tout au long de la journée quand on en ressent le besoin, ce qui est plus compliqué quand on doit avoir une thérapie avec un rendez-vous en cabinet, non? Oui, puis ce qu'il faut savoir, c'est qu'au sein de la clinique e-santé, on met en place des protocoles. C'est-à-dire qu'en fait, si vous venez pour, par exemple, une dépression, on va mettre en place un protocole spécifique pour vous, adapté sur mesure, avec des outils, des exercices réalisés au quotidien. C'est véritablement un entretien et un entraînement par rapport à sa santé mentale pour pouvoir vraiment, pas seulement déposer et parler ou écrire, mais vraiment sentir que pas à pas, on a une efficacité sur... on vient pour un motif, on est dans un état présent, il y a un état désiré. L'objectif, on est bien d'accord, c'est d'arriver à cet état désiré. Alors c'est une révolution pour le patient, mais c'est aussi une révolution, j'imagine, pour le psychologue, non? Alors, le fait d'avoir tous ces nouveaux outils,
de télétravailler en quelque sorte aussi, d'une manière générale, non? Exactement, parce que les psychologues qui sont avec nous déjà bénéficient en effet de la possibilité de pouvoir consulter d'où ils veulent. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'ils ont aussi une communauté de psy qui, comme eux, travaillent à distance. Et en fait, ils peuvent partager leurs ressources, avoir des supervisions, des covisions. C'est-à-dire qu'on ne s'intéresse pas uniquement du côté de la clinique e-santé aux patients, mais aussi aux professionnels de santé pour que lui-même ait des ressources et une communauté qui soit forte pour pouvoir accompagner. Et quel est le tarif là, quand on rentre dans cette logique technologique? C'est différent ou pas d'une consultation traditionnelle? On est bien sûr sur des tarifs beaucoup plus accessibles. Ça fait partie, comme je vous disais, de la spécificité de la clinique e-santé. Et on est sur un tarif entre 30 et 35 € à peu près en moyenne par semaine. Par semaine, je dis bien, pour avoir son psy au quotidien dans la poche. Donc, alors qu'en moyenne, une thérapie classique, c'est entre 50 et 120 € la séance, entre 45 et 60 minutes en fonction de l'endroit où vous habitez. Puis là, on n'a pas de problématique de désert médical. On a toujours une relation humaine, il n'y aura pas de chatbot, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, de ChatGPT, etc. L'intelligence artificielle... Pardon, je me coupe, je m'excuse. L'intelligence artificielle n'est absolument pas une problématique. Ça peut être une aide, mais un peu comme par exemple se dire qu'on n'enlèverait jamais le psychologue. Mais l'intelligence artificielle pourrait demain être une assistance, une sorte de direction assistée pour le psychologue, par exemple, pour pouvoir l'aider dans le choix d'un diagnostic ou d'un outil pour le patient, mais pas pour remplacer le psy. Parce qu'il y a une chose que ne pourra jamais remplacer, quelle que soit l'intelligence artificielle, c'est l'âme et le cœur. Et je suis désolée, mais un psychologue, c'est la première chose dont il a besoin. Eh bien voilà, ça s'appelle la clinique e-santé. Merci beaucoup Christelle d'être venue nous présenter en fait ce concept, Christelle Alberet. Et vous restez avec nous. On termine ce village startup avec Fabrice Marcella, le maire du village Baïséa. À tout de suite. Et pour terminer, ce village startup, c'est Fabrice Marcella, le maire du village, qui nous rejoint. Fabrice, bonjour. Bonjour François. Mais quelle bonne mine, Fabrice Marcella. Ravi de te retrouver pour un sujet que tu voulais évoquer avec nous, parce que finalement, les relations entre les startups et les grands groupes, c'est quelque chose que tu vis au quotidien. Oui. Et ça fait quasi 10 ans que tu fais ça, finalement, au village. Oui, ça ne nous rajeunit pas, parce qu'on a démarré quasiment ensemble. C'est vrai. Il y a 8-9 ans. Oui, et tu voulais nous faire un point justement à l'occasion de cet anniversaire. Parce qu'en fait, cette relation start-up grand groupe, c'est un peu une relation que je qualifierais du « je t'aime moi non plus ». Alors je vais m'expliquer, bien sûr. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que bien souvent, une start-up, lorsqu'elle se construit, tu le sais bien, en fait, elle se construit finalement en rêvant grand et finalement en s'opposant un petit peu au leader d'un secteur. Et en même temps, cette même start-up, pour réussir son pari, elle a besoin d'avoir une référence d'un grand groupe, d'avoir du chiffre d'affaires de ce grand groupe, voire d'avoir un investisseur venant de ce grand groupe. Et en face, on a des grands groupes qui, bien sûr, ont conscience de la posture des startups. Ils ne sont pas dupes, ces grands groupes. Et en même temps, acceptent l'idée de travailler avec chacune d'entre elles. Et donc, en fait, c'est deux philosophies totalement différentes. C'est deux philosophies, quasi à l'opposé. Deux cycles de décision complètement différents. Et donc, il y a 8 ans, il y a 9 ans, quand on a démarré cette aventure-là, la maturité de cette relation, elle n'était pas du tout comme celle qui existe aujourd'hui. Il y a 8 ans, il y a 9 ans, c'était finalement des grands groupes qui avaient un petit peu peur de ces startups. On parlait beaucoup, tu sais, de disruption, d'ubérisation. Tout à fait. En fait, une méfiance de la part des grands groupes. De méfiance, c'est-à-dire que l'approche a été un petit peu différente de celle d'aujourd'hui. On cherchait davantage finalement, quand on est un groupe, à soit ne pas prendre soin finalement de cette startup, surtout voire de les étouffer, bien sûr, parce que c'était des concurrents potentiels. En tout cas, on pouvait les voir comme ça, parce que quand on disait ubérisation, ça voulait dire aussi que finalement... Oui, remise en cause d'un modèle qui leadership, pouvait exister depuis des années et des années. Et donc, il y a 9 ans, ici, je faisais beaucoup finalement de safari startup, où ces grands groupes venaient en visite dans le village, à la rencontre des entrepreneurs, mais un peu pour dédiaboliser ce monde-là et de se rendre compte finalement que c'était des femmes et des hommes qui travaillaient assis sur une chaise derrière un bureau. Donc on a eu beaucoup de safari startup. Suite à ça, ces grands groupes, finalement, ont cherché à tout connaître de leur secteur. On faisait, je me souviens, dans cette relation, beaucoup de concours en tout genre pour aller sourcer toutes les startups d'un secteur et permettre à un grand groupe, par exemple, de tout connaître des startups qui se positionnaient sur leur sujet. Ensuite, il y a eu une phase dite de proof of concept. Alors, pour bien comprendre ce qu'est le proof of concept, dit POC, on parlait de POC, c'est en fait cette idée de tester le service d'une startup sans prendre trop de risques. Parce que c'était souvent déconnecté finalement du un peu comme un échantillon. C'est un échantillon, on teste, et normalement ça vise quand même à passer à l'échelle
ou passer à l'industrialisation. Évidemment. Mais en fait, on s'est tous transformés il y a quelques années en boîte à POC. C'est-à-dire qu'on faisait des POC pour faire des POC, uniquement finalement pour se rassurer et mieux comprendre comment fonctionnait une startup. Donc on a fait des safaris startup, des concours de startup, des boîtes à POC. Et ensuite, il y a eu toute l'ère aussi de la construction de fonds d'investissement. Donc, ces grands groupes ont vu ces startups grandir très vite, Oui. avoir des valorisations d'ailleurs assez importantes, sans comprendre, sans comprendre complètement d'où venait cette valorisation. Et donc ces grands groupes ont aussi souhaité avoir leur propre fonds d'investissement. On appelle ça des corporate venture capitalistes. Ça, c'est arrivé quand, ça? Ça, c'est arrivé, moi je date ça de 2005-2006. Oui, d'accord. Ok. 2005-2006. 2015-2016. Oui. Donc il y a quoi? Il y a 6 ouais, ans, 5, 7 ans. 6 ans, quoi. oui, tout à fait. D'accord. Suite à ça, en fait, dans les grands groupes, les collaborateurs de ces groupes, et notamment souvent les plus talentueux d'entre eux, finalement, demandaient à leur manager de leur proposer également un projet d'entrepreneuriat. Pourquoi? Parce qu'à force d'expliquer aux collaborateurs des grands groupes combien c'est génial d'être une start-up, ces mêmes collaborateurs souhaitaient aussi vivre ce type d'expérience. Et donc ça date d'il y a 3-4 ans. Et là, on a une très très forte vague autour de ce qu'on appelle l'intrapreneuriat. Comment on accompagne des collaborateurs qui ont des idées pour améliorer le service au sein de l'entreprise, voire qui ont des idées de business à côté de l'entreprise. Comment on accompagne ces collaborateurs pour leur permettre eux aussi de vivre cette aventure-là et surtout de retenir ces collaborateurs, notamment les plus talentueux, dans l'entreprise plutôt qu'ils ne partent. Il y a une autre évolution là qu'on voit sur l'évolution de cette maturité, c'est ce qu'on appelle des startup studios. Alors je ne sais pas si tu vois ce que c'est, ce sont des grands groupes qui construisent leur propre startup. Et donc là aussi, c'est une autre manière finalement d'aborder ce monde de l'innovation et de l'entrepreneuriat. Donc voilà comment tout ça a évolué. Et donc cette relation d'aujourd'hui, elle est complètement différente d'il y a 8 ans, d'il y a 9 ans. Les uns et les autres cherchent à collaborer ensemble, à créer des synergies. D'ailleurs, le meilleur exemple, c'est le salon Vivatech, qui est à sa 6e ou 7e édition, j'ai plus en tête. Mi-juin. Eh bien, c'est le salon qui est porté à la fois par des grands groupes et des startups qui exposeront sur les stands des grands groupes. Donc, on est bien dans cette ligne éditoriale-là. Et comment ça va évoluer tout ça, à ton avis? Comment tu vois ces relations start-up, grands groupes dans les mois et les années qui viennent? Écoute, c'est quoi la prochaine étape? La prochaine étape, c'est peut-être plus de sélectivité dans la relation entre start-up et grands groupes. L'idée, c'est de moins aller chercher l'ensemble des startups, plutôt de chercher la collaboration. La perle rare. La perle rare et le passage surtout à l'échelle. C'est comment réussir ce pari-là. Il n'est pas encore complètement réussi aujourd'hui. D'ailleurs, c'est encore notre job actuel. C'est-à-dire, voilà comment évolue même notre métier. Notre métier porte davantage aujourd'hui sur la réussite de ce passage à l'échelle que juste de la mise en relation ou de la visite de ce lieu. Voilà, j'aime bien le je t'aime moi non plus. C'est exactement, c'est le je t'aime moi non plus. Ces startups, une espèce de fascination commune, mais aussi beaucoup de méfiance. Oui, tout à fait. Merci beaucoup Fabrice. Merci à toi François. Fabrice Marcella, maire du village Baïsa, pour terminer ce village startup. Évidemment, j'étais ravi de vous retrouver. Le mois prochain, on sera de retour avec Jérôme qui reviendra de vacances, en tout cas je le souhaite. Et je vous souhaite évidemment plein de bonnes choses. Et merci de nous suivre sur la chaîne Tech & Co. À très vite.